Alors, nous avons commencé effectivement l'enregistrement. Il est midi à Paris. Nous allons donc commencer cette session sur l'amélioration de la qualité des données. Comme on a dit, aujourd'hui, nous parlerons du système national d'information sanitaire et aussi du DHIS2. Alors, comme à l'accoutumée, nous serons avec Yann Grévedon, que vous connaissez déjà. Donc, il est pour nous, donc vous le voyez à l'écran, il vous fait un coucou. Donc, nous allons commencer déjà par parler un peu des règles, comment bien suivre ce webinaire, comment bien profiter. Ça, c'est notre souci, toujours de vous servir, de vous aider à être à l'aise. Alors, les conseils productifs, comme on a dit, on aimerait vraiment que vous posez des questions, que vous réagissez. Et pour le faire, vous avez Zoom, qui est l'outil maintenant que vous découvrez là devant vous. Il y a une partie marquée Q&A, c'est le question-réponse. Allez-y, tapez toutes les questions relatives au sujet du jour dedans, ou même votez en cliquant sur le pouce levé, une question que vous pensez que les experts doivent répondre. Alors, donc, ne soyez pas déçus si nous n'arrivons pas à répondre à votre question. Vous pouvez toujours l'écrire dans le Q&A. Les experts vont vous répondre et poster donc dans le lien des ressources du webinaire. Voilà. Donc, maintenant, parlons un peu du programme scolaire. Vous m'avez entendu souhaiter la bienvenue donc, à ceux-là qui prennent la formation OMS Scolaire et les accompagnateurs. Mais c'est quoi en fait le programme scolaire? Donc, depuis 2016, en fait, l'OMS, dans son souci de renforcer les capacités des professionnels de la santé et de la vaccination dans les pays, a donc mis en place ce programme de formation qui parle des directives, des lignes directrices nouvelles, innovatrices, pour aider les professionnels de la vaccination à traduire donc ces lignes directrices en stratégie et en activité qu'on peut facilement mettre en œuvre. C'est ainsi que pour le moment, un peu plus de 4 465 anglophones et plus de 3 000 francophones ont bénéficié de cette formation et on a eu plus de 2 000 projets qui sont terminés par les anciens scolaires, par ce qu'on a appelé là les accompagnateurs, qui sont plus de 400 aujourd'hui, qui en fait sont des professionnels de la santé comme nous, comme vous, qui travaillent en temps plein, mais qui ont vu quel intérêt avait ce programme de l'OMS et qui sont restés dans la formation. Et à chaque nouvelle cohorte, ils proposent volontairement leur service pour vous aider à maîtriser toutes les plateformes digitales et réussir votre cours qui est, la réussite du cours veut dire à la fin avoir un plan tiré des directives de l'OMS, un plan qui vous permet de contribuer positivement et activement là où vous travaillez, dans votre pays, région, district. Voilà un peu le programme OMS et nous pensons que parmi vous, certains vont postuler pour les prochaines formations, du moins nous vous encourageons fortement. Et voilà le Q&A, vous avez en visuel le Q&A, comment ça s'utilise. Donc, c'est cette petite boîte où c'est marqué Q&A, vous cliquez là-dessus et puis vous pouvez taper votre question ou même si vous n'avez pas de question et que vous lisez les questions des autres, allez-y, cliquez sur le pouce que vous voyez, la main levée, cliquez sur le pouce et comme ça, cette question aura un vote et les questions avec beaucoup de votes vont être prioritaires lors de la réponse par les experts qui sont là. Et vous avez déjà vu Yann, je vous garde la surprise pour le deuxième expert qui avait Yann aujourd'hui. Et évidemment, là, on vous encourage, les commentaires sont bienvenus, comme on a dit, la participation active de tout le monde est souhaitée. Donc, quand vous voyez le chat, si vous voulez faire un commentaire, s'il vous plaît, cliquez All Panelists and Attendees, comme ça, tout le monde et les panélistes et aussi vos collaborateurs, vos collègues pourront aussi voir votre commentaire qui peut être utile à tout le monde. Voilà, donc nous voici donc maintenant, vous allez donc voilà entendre Yann depuis Genève. Je vais m'arrêter là. Bonjour Yann. Oui, bonjour Alain, bonjour tout le monde, bonjour tous les participants francophones. Vous êtes toujours assez nombreux à rejoindre ce webinaire. D'abord, je voulais m'excuser pour l'annulation du webinaire de la semaine passée. C'était un petit inconvénient, mais ce n'est pas grave. On a encore 4 webinaires qui vont se faire, y inclus celui-là. Donc, avant de commencer, je voudrais juste participer les invités d'aujourd'hui. Il s'agit de Karine Gatchen à Gavi et il y a aussi Carolina qui est de l'OMS qui est maintenant à UNICEF à New York. Donc, Karine, est-ce que tu veux t'introduire d'abord? Oui, bonjour à tous. Karine ou Caroline? Oui, on t'écoute. Ah, ok, oui, bonjour à tous. Donc, je suis Karine Gatchen, je travaille à Gavi à Genève, à l'Alliance pour la vaccination. Et je remercie bien sûr l'OMS pour l'invitation à vous rejoindre aujourd'hui. Et je suis vraiment très, très contente d'être avec vous tous.
Je vous souhaite une bonne session et beaucoup d'échanges fructueux. Merci. Merci. Et Carolina, tu es là aussi, j'ai vu. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Carolina Danovaro, je suis de l'OMS, je travaille avec Yann et je suis heureuse d'être avec vous. C'est un webinaire très intéressant parce que le dénominateur, c'est toujours un problème que tout le monde veut améliorer. Merci. Juste une petite précision, Carolina. En fait, ce jour-là, on va parler dans la session francophone, on va parler de SNIS, donc le DHIS2. Ah, d'accord, pardon. Et cet après-midi, il y a encore un autre webinaire en anglais de dénominateur. Donc, juste pour dire, je m'excuse. Pour vous, mais vous pouvez rester de toute façon. Mais de toute façon, pour tous les participants, je voudrais encore dire, donc il nous reste 4 webinaires. Donc aujourd'hui, on va parler des systèmes de monitorage de vaccination, donc les SNIS, les systèmes parallèles, l'intégration et tout ça. La semaine prochaine, en fait, on va parler d'utilisation des données, l'exploitation des données, y inclut la triangulation. Et après, donc d'ici à 2 semaines, seulement on va parler des dénominateurs avec une session spéciale sur le système géographique d'information, système d'information géographique. Et la dernière, ça serait sur le registre électronique de vaccination. Donc, aujourd'hui, donc, il s'agit bien du SNIS, donc le DHIS2 et tout ça. On va parler un peu des systèmes de monitorage de vaccination. On va parler de l'intégration et le système parallèle et tous les défis, bénéfices et opportunités qui donnent ça. On va parler justement de DHIS2, qui est un système qui est développé par l'Université de Oslo. Et on va parler de ce système comme une opportunité pour la vaccination. C'est Karine qui va mener cette session. Après, on voudrait vous inviter à partager votre expérience propre que vous avez dans votre pays avec le système, ou bien les défis, ou bien les bénéfices et les opportunités que vous voyez dans le système électronique de SNIS. Donc, on va démarrer tout de suite, mais avant de démarrer, je voudrais encore vous inviter vraiment à penser à qu'est-ce que vous voulez partager avec le groupe, parce qu'on va prendre quand même une demi-heure à la fin de la session pour vous donner la parole, en fait. Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, que votre expérience, par exemple, sur les bénéfices et les défis de l'intégration, la collaboration entre SNIS et PEF, par exemple, et tout ça, est-ce que ça pourrait être bénéficier le reste des participants? Je pense, et je sais qu'en fait, beaucoup de pays francophones sont un peu dans la phase intermédiaire entre des systèmes parallèles et des systèmes intégrés, et ça pose toujours ces défis, quoi. Donc, pensez à ça, mettez ça tous dans le Q&A de Zoom, dans les questions-réponses, et si vous voyez également des expériences d'autres, vous pouvez aussi vous pouvez donner un like, donc vous aimez cette idée pour que ça reçoive plus de votes et que nous avons à répondre à cette question. D'abord, avant de commencer, vraiment, on va faire un petit quiz à menti.com. Donc, si vous pouvez naviguer, et je vais le mettre au chat aussi, si vous pouvez naviguer à menti.com, donc www.menti.com, et vous entrez la code 20 38 93. Donc là, vous pouvez participer vraiment au petit quiz. Et nous avons commencé par vous inviter à nous dire si vous avez un système d'information de santé intégré et c'est le seul système que vous avez utilisé. Ou est-ce que... Oui? Non, pardon. Allez-y, je vais te dire quelque chose après parce qu'il y a des questions. Ou est-ce que la vaccination et système intégré existent en parallèle avec un système intégré? Ou s'il y a un seul système spécifique à la vaccination? Oui, Carolina, excusez-moi.
Oui, non, je vais ajouter qu'il y a une question des participants qui ne connaissent pas le DHIS2. Si tu peux expliquer qu'il s'agit d'un système d'information particulier. Ils ont posé ces questions. Oui, et il y a plein de diapositives et en fait, Karine nous va expliquer un peu plus ce que c'est. Mais donc, le DHIS2, c'est une bonne question. Donc, c'est un système informatique qui est utilisé dans beaucoup de pays dans le monde, surtout en Afrique et en Asie. Et même aussi maintenant, par exemple, en Haïti, j'ai vu qu'il y a des participants en Haïti, je pense que c'est implémenté là aussi. Donc, c'est un système informatique qui est un système national intégré d'information sanitaire. Donc là, voilà, il y a 56 personnes qui ont voté déjà. Donc, entre vous, donc 19 seulement en système d'information de santé intégré. La plupart d'entre vous, en fait, vous avez deux systèmes. Donc, un système intégré, mais il existe aussi en parallèle un système PEF. Et seulement 9 participants utilisent seulement un système spécifique à la vaccination. Pourtant, Yann, tu vois, ça change un petit peu parce qu'on avait posé la même question l'année passée. Et je vois que la proportion quand même des pays ou des répondants qui marquent qu'il y a un seul système d'information de santé intégré augmente beaucoup par rapport à l'année passée. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un mouvement vers cette intégration des systèmes d'information. Oui, Karine, tout à fait. Il y a un mouvement, mais il y a aussi encore plein de pays qui sont un peu coincés au milieu. Et c'est un peu la phase un peu la plus pénible de toute façon, parce que là, il y a beaucoup de double travail parfois, de la confusion et tout ça. Donc, on va parler de tout ça. Donc, c'est très pertinent ce webinaire. Ça va être très pertinent pour vous, ce webinaire. Donc là, bon, on va passer, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déjà voté, mais on va passer à la prochaine. Et juste pour voir votre évaluation des systèmes dans votre pays. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas que votre système recueille tous les données que vous avez besoin pour la vaccination? Est-ce que ça fournit de bons résultats pour faciliter l'analyse, donc des outputs comme des rapports, des visualisations qui vous facilitent l'analyse? Est-ce que vous pensez que votre système est efficace et convivial? Est-ce que ça fournit des contrôles intégrés pour la validation des données? Et est-ce que vous pensez que le personnel du PEF et du SNIS collaborent bien? Donc là, il y a déjà une personne qui a déjà donné son avis. Donc on va attendre juste un peu qu'il y ait un peu plus de gens, mais si vous voulez juste exprimer votre évaluation de cette critère-là. Donc là, ce que j'ai mis là, ce sont un peu les critères pour un bon fonctionnement des systèmes et pour que le système réponde à votre besoin, quoi. Donc, je pense que premièrement, d'abord, on peut tout être d'accord qu'il y a assez de paramètres pour l'indicateur pour la vaccination, par exemple pour tous les vaccins. Mais c'est important qu'il soit tout inclus dans le système qui regroupe cette information. Deuxièmement, mais également très important, je pense que c'est important que ce système facilite l'analyse. Donc, il y a des bons outils d'analyse, quoi. Troisièmement, très important aussi, qu'il est efficace et convivial. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent travailler avec ce système. Ils doivent investir beaucoup de temps en ça, à la génération et l'exploitation des données. Et en fait, c'est très important que ce système est le plus efficace et le plus convivial possible pour non seulement améliorer la qualité des données, mais aussi pour motiver les gens à l'utiliser. Quatrièmement, donc, le contrôle intégré pour la validation des données, c'est toujours intéressant, comme vous savez, pour que ça puisse appuyer le processus d'évaluation de qualité de données. Et en fait, tout ça dépend un peu d'une bonne collaboration entre le PEF et le SNIS.
Donc là, je vois que vous n'êtes pas totalement satisfait de votre système et surtout la convivialité, c'est un peu mise en question. Mais en fait, vous avez des soucis sur tous les axes. Karine, est-ce que ça... Oui, c'est effectivement un peu la même conclusion. Bon, on sait bien que c'est vraiment des questions subjectives. Chaque répondant donne son ressenti. Mais c'est vrai que l'efficacité, la convivialité du système est quelque chose apparemment à améliorer et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce qu'on sait tous que les personnels de santé sont débordés et donc au moins le système soit efficace et convivial serait un minimum. On voit que quand même, il manque toujours quelques données, quelques éléments de données. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut être vigilant et voir qu'est-ce qui peut être fait pour s'assurer que tous les éléments de données soient bien dans le système. Après, ça reste quand même, on est au-dessus de la moyenne. Donc, voilà, je pense les fondamentaux sont là et c'est à nous d'apporter les solutions pour optimiser le système qui est déjà en place, je pense. D'accord, donc on va passer. Donc, juste pour commencer un peu le webinaire et la diapositive, en fait, je voulais mettre encore une fois cette diapositive qu'on a déjà utilisée une fois sur le webinaire sur les données de couverture et équité. Donc, juste pour vous montrer encore comment est-ce que le programme, est-ce qu'il collecte leurs données de vaccination. Et là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de sources d'informations. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle le monitorage du programme ou le suivi du programme, où on va collectionner les rapports administratifs, c'est-à-dire les doses administrées, les vaccins utilisés, les sessions planification et tenue, les activités de communication, mais aussi le chaîne froid et logistique et les MAPI. Donc, tout ça est normalement collecté par un système qui est ou bien le SNIS ou bien un système parallèle du PEF qui va mensuellement collecter toutes ces informations-là. À part des SNIS et le Système national d'information sanitaire, il y a aussi maintenant des systèmes plus innovatrices, disons, de collecte de données, comme le registre de vaccination et le système d'information de gestion logistique. Donc, on va parler un peu de tout ça pendant ce webinaire et notamment, on a aussi un webinaire sur le registre de vaccination électronique, ce qui sera la dernière webinaire de cette série. À l'autre côté de cette graphique, j'ai mis le système de surveillance et là, vous savez qu'il y a en fait deux systèmes possibles pour la surveillance. Il y a le système agrégé avec surveillance intégrée pour beaucoup de maladies et syndromes, qui normalement va collecter le nombre de cas par semaine, par mois, par maladie. Mais il y a aussi des systèmes de surveillance cas par cas qui sont spécifiques pour une maladie ou l'autre, par exemple le polio, le rougeole ou encore le MAPI graphe, qui est vraiment... il va collecter les informations des maladies par cas, donc par personne par personne. Et au milieu, il y a aussi les enquêtes périodiques, qui est la troisième source de données que nous avons pour le programme, qui sont plutôt les enquêtes de la population, comme le DHS, le MIX, les enquêtes PEF, les LQS et tout ça. Et après, les enquêtes plus qualitatives. Donc, dans ce webinaire-là, on va parler du monitorage et aussi un peu de la surveillance, donc de ces deux systèmes. Karine, est-ce que tu veux expliquer un peu la relation compliquée du PEF avec le SNIS? Oui, alors tu sais, Yann, cette image, elle commence à être célèbre maintenant. Et c'est vrai qu'on a compris qu'il y avait une relation qui était parfois compliquée. On l'a vu même dans les
questions en ouverture de cette session. Donc, c'est vrai que dans de nombreux pays, on peut dire que le PEV, surtout, je pense, dans les pays qui sont représentés aujourd'hui, hein, parmi les participants, je pense que le PEV a son propre programme d'information pour l'immunisation. Et c'est vrai que ce système a été créé il y a longtemps et il est considéré comme un des plus performants parmi tous les programmes de santé. Et pendant ce temps, quand même, le SNIS, on va dire, s'est modernisé, a changé un petit peu. Et on voit qu'il y a quand même une transition qui se fait où de plus en plus de pays, petit à petit, considèrent le système intégré comme quelque chose d'important. Et donc, il y a une marche en avant vers cette intégration des systèmes d'information. Mais on a pu discuter avec de nombreux pays et c'est vrai que les barrières qui existent, hein, elles relèvent de la gouvernance, par exemple. On sait que le PEV a une grande habitude pour collectionner certains éléments de données dans son système d'information. Et en fait, on sait que dans le SNIS, dans le système intégré, il y a parfois des éléments qui sont très importants pour le PEV qui sont manquants. Et on a entendu des SNIS refuser d'intégrer certains éléments de données. Donc, du coup, le PEV ne pouvait pas être satisfait. Il y a aussi certains SNIS qui vont faire une mise à jour des éléments de données, par exemple, qui vont collecter de façon très rare. Hein. Je sais qu'il y a des pays qui sont représentés aujourd'hui qui ont une révision de leurs éléments de données que tous les 3 ans, alors que le PEV est un programme très dynamique et il peut y avoir des introductions de nouveaux vaccins qui arrivent pendant ces 3 ans et du coup, le SNIS ne peut pas capturer ça. Il y a, je pense même dans la plupart des pays, les personnels du PEV qui se plaignent en disant qu'ils n'ont pas accès facilement au SNIS, qu'ils n'ont pas accès à la plateforme DHIS2 si c'est un pays qui utilise la plateforme DHIS2. Et du coup, c'est assez difficile. Pas mal de PEV aussi ont un système décentralisé très fort avec des responsables PEV au niveau des districts et ils disent que dans le système SNIS, ces personnels PEV du niveau des districts n'arrivent pas à valider les données, à contrôler ces données. Donc, c'est pas mal de points de gouvernance qui ont été relevés. Il y a aussi des problèmes techniques qui ne sont pas encore complètement résolus. Il y a le problème notamment de certaines analyses que le PEV a l'habitude de faire qui n'étaient pas faciles à mener techniquement au niveau de certains systèmes intégrés du SNIS. Et il y a un gros problème avec les systèmes intégrés qui sont sur Internet, qui sont en ligne. Donc, par exemple, le DHIS2 qui a besoin que la saisie se fasse au moins au début en ligne. Et du coup, pour les districts qui n'ont pas cette connexion Internet, c'est un problème. Il y a aussi le SNIS qui se plaint un petit peu, des fois, on va dire, du PEV, qui trouve que le PEV n'est pas assez investi, n'est pas présent, ne participe pas aux réunions mensuelles du SNIS et qu'il y a aussi peut-être parfois un manque de contribution financière de la part du PEV envers le SNIS et du coup, le PEV a moins de place à table des négociations. Donc, voilà en fait un peu une situation. Bien sûr, vous pouvez parler, exprimer votre propre ressenti. On a juste essayé de collecter ce qu'on avait vu, mais à vous de nous dire quels sont les problèmes majeurs. Oui. Donc, après, la question, c'est vraiment que recommandons-nous? Et en fait, j'ai déjà vu que les 2 questions qui ont plus de likes, en fait, ils viennent de Costel Gaël Nayang et de Marc Soli. Et donc, Marc, il demande, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que les données de vaccination soient saisies à la fois dans DHIS2 et dans la base DVDMT? Si oui, qu'est-ce qui justifie cela? Et après, c'est Costel Gaël Nayang qui demande pourquoi ne pas intégrer d'une fois à l'autre pour toujours, par exemple, le DVDMT dans le DHIS2? Donc, ce sont des excellentes questions et on va essayer de les répondre avec les 2 diapos, quelques diapos qui viennent. Donc, qu'est-ce que nous recommandons avec tout ça? Donc, ce que nous constatons, en fait, c'est que dans beaucoup de pays, comme peut-être les pays de Marc et Costel Gaël, il existe 2 systèmes différents qui sont en train d'être exploités. Donc, un système comme le DVDMT ou encore le RMA à Cameroun, par exemple,
qui existent en parallèle avec un système intégré comme le DHIS2. Donc là, on a vu quand même qu'il faut éviter la double entrée. C'est beaucoup de travail, que ça cause des confusions, des données qui ne sont pas synchronisées. Et on veut vraiment éviter ça. Mais on a dit aussi que, étant l'OMS, ou même étant Gavi ou UNICEF, on ne peut pas avoir de préférence pour un système ou l'autre. Donc, je sais que dans l'OMS, il y a des gens qui sont partidaires de DVDMT, il y a des autres qui sont partidaires du SNIS, mais comme l'OMS, nous n'avons pas une position sur cela. Ce qu'on pense que c'est si le gouvernement, si le ministère de la Santé appuie un système national, on pense que le PEV doit s'aligner d'une façon ou l'autre. Donc, on pense qu'idéalement, un système intégré est adopté. Mais nous avons également des exigences minimales pour ça. Et les exigences, en fait, c'est là que là, on a décrit ça on a documenté, par exemple, tous les indicateurs qui doivent être intégrés et tout ça. Donc, on va parler un peu de ça dans les diapositives qui viennent. Mais juste pour essayer de répondre d'abord à Marc, non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et en fait, c'est mauvais pour la qualité de données, pour la motivation du personnel et pour la charge de travail. Donc, ça, c'est pour mon opinion sur la question de Marc. Si je peux ajouter quelque chose, Yann. Oui, bien sûr. C'est Carolina. Que ça s'agit d'un processus vraiment, la transition que tu as déjà remarqué, que beaucoup de pays sont dans ce processus, qu'il y a deux systèmes, que c'est un peu un double travail pour les agents sanitaires. Mais normalement, ça dépend beaucoup de la gouvernance à niveau pays. Qu'est-ce que c'est le système officiel pour chaque programme, pour chaque secteur santé? Et à l'intérieur de ça, vraiment, le PEV doit parler avec les autres pour s'assurer que si la transition bien pour un système intégré, que tous les besoins de PEV sont vraiment bien pris en compte. Merci. Oui, non, tout à fait. Ça dépend tout de la gouvernance et après de la volonté des gens. Et en fait, on a quelques diapositives et Karine va parler plutôt ça parce qu'elle a une catégorisation entre les pays qui ont les deux systèmes. Mais en fait, son projet ou son plan de transitionner vers l'un ou l'autre, il y a des autres où c'est presque fait, il y a des autres où c'est fait. Donc, elle va présenter un peu ça. Mais oui, il y a des différentes situations. Juste encore pour répondre au Costel, Gaël, Nayang, pourquoi pas intégrer les deux? Donc, on a essayé d'intégrer la fonctionnalité de DVDMT dans le DHIS2. Donc, en fait, on a développé à l'OMS un module qui regroupe toutes les fonctionnalités et les outputs les plus importants de DVDMT, donc les graphiques, par exemple, les plus importants de DVDMT, et on a reconstruit ça en DHIS2. Je sais qu'un pays comme le Ghana, ils ont été plus loin, ils ont fait une interface entre DHIS2 et DVDMT, c'est-à-dire que tu peux exporter toutes les informations de DHIS2 et les avoir en DVDMT, l'Excel normal, quoi, qui a des autres avantages parce que ça pourrait être, par exemple, exploité de manière hors ligne et tout ça. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais c'était ça pour les deux questions posées. Merci Gaël, Costel Gaël et Marc pour cette question. Maintenant, je vais passer la parole à Karine, juste pour elle nous explique un peu le status de DHIS2 et l'intégration. Oui, merci Yann. Donc voilà, Yann a expliqué rapidement ce qu'était le DHIS2, donc le District Health Information System, le numéro 2. Donc c'était vraiment un système qui a été mis en place, qui est informatique, qui marche avec Internet et qui est pour que les données soient saisies au niveau des districts et ensuite envoyées à tous les niveaux pour être disponibles à tous les niveaux. Donc ça, c'était ce qui avait été créé. Donc, vous voyez dans cette carte deux choses, c'est en fait le nombre un peu de pays dont les ministères de la Santé ont adopté ce système informatique pour leur SNIS, leur système national d'information sanitaire. Et aussi, donc, en
répète, Yann l'a dit, mais je tenais vraiment à le répéter que vraiment pour l'OMS, UNICEF et dont Gavi, dont je fais partie, on est vraiment, on prône vraiment pas un système en particulier, on est agnostique, mais c'est juste que considérant le nombre de pays dont les ministères ont choisi ce système-là, on s'est demandé, nous, au niveau des partenaires de la vaccination, est-ce que ce système informatique était une opportunité? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines diapositives. Juste un petit peu pour discuter, parce que par rapport à ce dont j'ai parlé en disant que c'était un système d'information sanitaire au niveau des districts, les choses ont beaucoup changé. Le DHIS2 existe pratiquement depuis 20 ans maintenant, et il y a beaucoup de choses qui marchent sur cette plateforme-là, et donc on voulait juste vous donner un panorama pour qu'on puisse un peu parler tous le même langage. Donc il y a toute la partie des données agrégées. Donc, on va revenir beaucoup sur ça. C'est la partie principale pour aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi que le DHIS2 est utilisé maintenant pour les systèmes de surveillance et de mapping, que ce soit les systèmes agrégés ou cas par cas. Il y a aussi plusieurs pays qui commencent maintenant à utiliser le DHIS2 pour le suivi en temps réel des campagnes de vaccination. Le DHIS2 peut être utilisé aussi plus sur les aspects de gestion des programmes. Par exemple, on verra les bottleneck analysis et les scorecards. Il y a aussi des pays qui l'utilisent comme registre électronique d'immunisation. Et dans le DHIS2, il y a des fonctions qui sont très importantes. Et on utilise par exemple tout ce qui est les cartes sur JAS. Il y a aussi toute une interopérabilité entre un système de SIGL électronique, de LMIS électronique, ou la notification des naissances. Donc ça, ce sont des fonctionnalités particulières qui sont intégrées dans le DHIS2. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Et donc, ça, c'était le premier point. Il y a beaucoup de DHIS2. Et après aussi, on voulait vous donner cette perspective qu'en fait, le PEV était un programme parmi d'autres programmes, et le PEV s'intégrait dans la panoplie en fait de tout ce qui constitue un système d'information sanitaire. Et du coup, il y a beaucoup de guidelines qui ont été développés. On a mis en avant le guide qui a été développé pour le programme PEV, pour l'immunisation, mais vous allez voir qu'il y a dans le site de l'OMS de nombreux guidelines à ce sujet. Une diapositive. Merci. Voilà, parmi ces guidelines, on voulait revenir sur celui-ci que vous connaissez maintenant beaucoup. On sait que beaucoup de pays font un exercice pour revoir la qualité de leurs données. Donc, il y a toute une méthodologie qui a été développée, et il y a des outils soit sur Excel, soit sur la plateforme DHIS2 avec une application de revue de la qualité des données qui existe. Et donc, ça a été mis en place. De nombreux pays aiment cet outil-là qui permet de vraiment voir la consistance des données, la complétude. Il y a beaucoup d'analyses qui sont faites. Et du coup, il y a eu une très forte adoption maintenant depuis cet outil est disponible sur DHIS2 depuis 2-3 ans maintenant. Et de nombreux pays l'utilisent. C'est vrai que c'est aussi une recommandation pour Gavi de produire une revue documentaire annuelle des données, et donc c'est quelque chose qui marche bien. Diapositive suivante. Voilà, maintenant on voulait juste parler un tout petit peu du module de vaccination spécifique au DHIS2. On a vu dans les questions demandées, il y a beaucoup de questions par rapport au DVDMT, aux analyses particulières qui existent dont le PEV a besoin. Et en fait, c'est ce qui a été fait avec cette boîte à outils qui comprend, on va dire, plusieurs volets. Et vous allez voir que ça va répondre à vos questions. Donc, il y a tout d'abord dans la boîte à outils, vous allez trouver tout un système de tableau de bord avec les éléments des données standards et tous les indicateurs qui sont recommandés par l'OMS pour la vaccination.
Et donc, ce système-là a été fait pour refléter ce guide de l'OMS qui dit, voilà, pour le PEV, vous avez besoin de tels éléments de données et vous avez besoin de faire telles analyses. Pardon, c'est l'hiver à Genève. Et du coup, les tableaux de bord ont été faits. Et ensuite, il y a aussi une application sur l'analyse des données d'immunisation qui a été faite. Et en fait, ça va reprendre exactement tout ce que vous retrouvez dans le DVDMT. C'est disponible dans ce module-là, dans le DHIS2. Il y a aussi un module d'export qui a été fait pour tous les pays qui envoient leurs données en format RIM. Ça existe. Suivant. Donc, voilà un exemple de tableau de bord pour la vaccination qui est fait sur le DHIS2. Et du coup, vous allez le voir, vous reconnaissez ce que vous utilisez probablement tous les jours, voire on va dire toutes les semaines. Et donc, ce qui est important, c'est que dans cette application DHIS2, il a été repris, bien sûr, toutes les analyses sur les couvertures, mais aussi sur les taux d'abandon. La chaîne de froid n'a pas été oubliée. On sait que c'est un élément capital du PEV. Donc, il y a aussi, par rapport à la disponibilité des vaccins, les pertes de vaccins, il y a aussi toutes les informations nécessaires par rapport au MAPI, par rapport aux sessions de vaccination. Donc, tout ceci a été intégré et donc, vous pouvez accéder, une fois que vous avez installé ces tableaux de bord, soit à des graphiques, à des tableaux, à des cartes, et vous pouvez visualiser toutes les données de votre programme. Oui. Voilà, maintenant vous voyez, ça c'est ce qu'il y a par exemple sur l'application qu'on appelle analyse pour l'immunisation. Et là, vous allez reconnaître certaines des analyses qui sont faites d'habitude sur le DVDMT. Donc, vous allez avoir les tableaux croisés dynamiques à double entrée avec, par exemple, les couvertures en fonction des taux d'abandon. Vous allez avoir la classification du coup des districts en fonction de leur performance et à chaque fois vous pouvez soit avoir un graphique, soit un tableau, vous pouvez cliquer, vous allez retrouver vos courbes de monitoring. Voilà, tout ceci existe dans cette application qui a été développée spécialement pour le programme PEV. Voilà, et donc maintenant, c'est ce dont Yann parlait, on a essayé de retranscrire au mieux notre compréhension du statut des pays. Donc, on sait qu'il y a certains pays où ils ont vraiment des systèmes complètement parallèles et d'autres pays qui vont utiliser des systèmes uniquement intégrés. Et donc, on a les pays qui se distribuent selon cette catégorisation. On sait que maintenant, on est pratiquement une vingtaine de pays qui ont installé ces paquets-là ces applications de l'OMS pour le DHIS2 pour l'immunisation. Et une fois qu'ils ont installé cette application, ou même s'ils avaient fait, donc, ils évoluent sur cette voie de la transition. Ça, voilà, c'est un peu la compréhension où on est. Et c'est vrai qu'il y a quand même de nombreux pays qui sont encore avec les deux systèmes complètement parallèles, souvent en attendant que le nouveau système vers lequel ils vont aller soit vraiment fonctionnel avant d'abandonner l'ancien système qui souvent est le DVDMT. Et donc, voilà, on est là pour discuter sur ces transitions, sur les blocages éventuels, sur ce qui pourrait être amélioré dans le système pour répondre au mieux aux besoins du PEV. Oui, Karine, est-ce que je peux intervenir juste un instant? Donc, il y a quelques questions qui sont peut-être pertinentes ici. Et donc, il y avait tout d'abord, il y avait un participant qui demandait. Donc, je vois que le DHIS2, c'est surtout en Afrique et un peu en Asie. Qu'est-ce que les autres pays ils utilisent? Donc, je veux juste répondre à ça vite. Donc, il y a encore des pays qui n'utilisent pas de système agrégé de monitorage, mais par exemple des registres de vaccination. Il y en a aussi qui n'utilisent rien du tout, en fait, qui ne font pas le monitorage. Donc, il n'y a pas de rapport mensuel ni annuel de vaccination et toute leur information, ça vient
des enquêtes de couverture qui sont peut-être un peu plus fréquents que dans les autres pays. Donc. Et il y a encore des pays qui utilisent un système intégré, mais qui n'est pas fait par DHIS2, qui est fait à mesure pour eux. Encore, il y a plein de pays avec, comme vous voyez ici sur la graphique, qui utilisent des systèmes complètement parallèles. Donc là, il y avait aussi une question d'une personne qui utilise un Techno WX4 qui demande chaque programme conçoit son système de collecte de données. Cela rend la tâche des gestionnaires de données au niveau district parfois pénible. Pourquoi pas ne concevoir un système unique? Donc là, ici, dans la graphique que Karine vous a présentée, vous voyez un peu, pas seulement que c'est vrai ce que vous dites, il y a plein de pays où cette situation existe. Donc, ce sont tous les pays en jaune, avec un système complètement parallèle. Mais il y a quand même aussi une tendance, une transition à intégration où, en fait, il y a beaucoup de pays qui font ce que vous dites, monsieur ou madame, pour faciliter le travail des gens et pour, en fait, intégrer tout ça dans un système unique. Il y a aussi Raphaël Momat qui dit chez nous en DRC, c'est tout à fait parallèle entre le SNIS à travers le DHIS2 et DVDNP. Donc, vous avez raison, c'est une situation qui existe encore. Et là, en RDC, on a parlé déjà beaucoup de temps, mais on n'a pas encore fait le pas de l'intégration. Donc, Karine, je te laisse à vous. Oui, merci beaucoup Yann. Effectivement, il y a une grande variété des pays et on essaie au mieux de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. Et encore une fois, en écoutant ce que les pays veulent. Voilà, on peut essayer d'avancer un petit peu. Voilà, donc comme on l'avait évoqué, on trouvait que c'était voilà, au-delà de systèmes agrégés pour lequel le DHIS2 est utilisé, comme vous l'avez vu dans vraiment beaucoup de pays maintenant. On voulait aussi juste évoquer le fait que maintenant, de nombreux pays, de par leur propre initiative, ont commencé à utiliser le DHIS2 pour la surveillance des maladies afin de prévenir les prochaines grandes épidémies. Donc, en fait, ça a été utilisé pour Ebola et puis ça a utilisé les deux, soit pour le système de surveillance agrégée, mais aussi pour le système de surveillance cas par cas. Donc, je crois que j'avais vu qu'il y avait des gens du Mali. C'est un système que vous utilisez déjà pour la surveillance au Mali, par exemple. Et donc, c'est une initiative qui est faite avec une collaboration entre l'OMS, CDC et l'Université d'Oslo pour pouvoir développer, en fait, tout d'abord, bien sûr, les guidelines qui sont pas du tout dépendants du système, juste en disant si vous utilisez un système digital, voilà un peu toutes les recommandations sur les éléments de données à recueillir et quelles sont les analyses à faire. Et donc ensuite, il y aura une boîte à outils standardisée qui va être faite pour pouvoir installer ça dans votre DHIS2 national. Voilà. Ensuite, on utilise aussi il y a des pays qui ont commencé donc à utiliser aussi le DHIS2 pour les MAPI. Et du coup, les mêmes tableaux de bord qui existent sur d'autres solutions digitales qui existent pour les MAPI sont en train d'être développés pour les données agrégées qui peuvent être intégrées dans le SNIS, mais aussi pour les MAPI sévères. Il y a tout un système de cas par cas et donc le même système est en train d'être développé et les pays peuvent demander à installer ça dans leur plateforme nationale. Voilà. Et enfin, une autre sorte d'application qui est utilisée. Donc maintenant, dans les nouveaux domaines, vous savez qu'on parle de plus en plus de comment utiliser les données, mais aussi les données, on va dire, opérationnelles, de façon à pouvoir améliorer les performances des programmes. Et donc, il y a deux applications qui ont commencé à être utilisées. Donc, un, ça s'appelle en anglais Bottleneck Analysis, donc l'étude, les analyses des goulots d'étranglement.
Donc, vous allez avoir des données opérationnelles, par exemple, est-ce que vous avez un frigo dans la centre de santé? Est-ce qu'il y a des vaccinateurs? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes un peu de logistique opérationnelle qui bloquent les séances de vaccination, par exemple? Et puis, vous allez aussi pouvoir suivre sur les applications de score, de résultats. En fait, vous allez pouvoir suivre les performances des districts, voire des centres de vaccination pour essayer d'améliorer les performances. Donc là, pareil, si le pays est intéressé, il demande ça auprès de ses partenaires, l'OMS, UNICEF, pour pouvoir installer les applications et donc essayer de les utiliser pour améliorer les performances du programme. Voilà. Un autre domaine qui commence à se développer, en fait, c'est un peu mettre un peu d'effort sur la collaboration entre le système de l'état civil et le système de l'information sanitaire, et donc avec un système de notification des naissances. Il se peut que dans certains pays, il y a des enfants en fait, qui vont venir prendre leur vaccin, mais qui n'ont pas encore de certificat de naissance. Et donc, un système avec un simple système de notification va permettre aux soignants, aux infirmiers des centres de santé de notifier à l'état civil la naissance et l'existence d'un enfant. Comme ça, la famille aura plus de facilité pour obtenir le certificat de naissance. Donc, le système d'immunisation aidant le système d'état civil et les parents, bien sûr, pour avoir ce certificat. Et inversement, on voit certains pays qui essaient, des pays où il y a des forts taux d'enregistrement à l'état civil, ils essaient de communiquer ces listes d'enfants au niveau des systèmes de santé et de l'immunisation pour que le système puisse rattraper ces enfants s'ils ne sont éventuellement pas vaccinés. Voilà. Et donc, le dernier domaine dont on voulait parler, c'est par rapport aux données individuelles, donc au suivi des patients, au suivi là, individualisé des enfants à vacciner. Donc, il y a tout un système de ce qu'on appelle de tracker, de système de suivi. Donc, pour nous, pour l'immunisation, c'est un système de registre électronique de vaccination. Donc, dans ce niveau-là, il y a plusieurs solutions qui existent. Le DFIS2, c'est assez nouveau qui propose maintenant cette solution de registre électronique pour la vaccination. Il y a d'autres systèmes qui existent, mais on voulait quand même en parler de façon à ce que vous sachiez que dans la panoplie des trackers qui existent pour l'OMS, que ce soit pour les patients qui sont sous traitement anti-ARV pour le VIH, mais il y a aussi un système qui existe pour le suivi des enfants à vacciner. Voilà, je pense que voilà, nous arrivons à peut-être faire une petite session sur les questions, Yann. Oui, tout à fait, je pense. Et d'abord, je voulais juste dire, donc, il y a beaucoup de questions déjà dans le Q&A, mais il y a aussi des apports vraiment très intéressants dans le chat. En fait, dans le chat, le risque, c'est en fait qu'on ne va pas pouvoir tout lire dans le chat. Mais je voulais juste dire, par exemple, il y a Garincha Désir d'Haïti qui dit qu'en Haïti, on utilise DHIS2 pour faire la surveillance de la malaria, qui c'est le système tracker. Donc, elle partage ça ou il partage ça, mais je voulais juste savoir peut-être de Karine, avec les démarches que tu as expliquées avec le développement des modules pour la surveillance en DHIS2, en utilisant le système tracker. Est-ce que ça va être utile pour un pays comme l'Haïti qui l'utilise déjà? Oui, alors là, c'est ça qui est fait pour cette phase actuelle, c'est de vraiment regarder qu'est-ce que les pays utilisent déjà, en fait, d'eux-mêmes. Et donc là, l'OMS essaie d'apprendre ça. Et donc, il faut encore une fois voir, est-ce que c'est la partie de surveillance agrégée ou est-ce que c'est la partie sur les surveillances cas par cas. Et donc, c'est vrai que sur la partie surveillance agrégée, il y a vraiment déjà beaucoup de pays et ils ont intégré
pas juste les maladies évitables par la vaccination, mais aussi les autres maladies à déclaration. Donc, selon les pays, on est entre 20 et 30 maladies. Et donc, il se peut que voilà, le pays mette les cas de paludisme, le tétanos néonatal, etc. Et donc, tous ces cas-là dans le système agrégé ensemble. Et donc, c'est de travailler tous ensemble pour proposer un kit qui évite cette duplication des systèmes qui sont un peu coûteux si on les maintient tous les uns à côté des autres. Après, pour les surveillances cas par cas, c'est vraiment, ça dépend vraiment de l'épidémiologie des pays et des situations. Donc, l'assurance cas par cas, par exemple, pour le paludisme, ça va être dans très peu de pays qui sont en voie d'élimination du paludisme. Si c'est des pays qui ont des centaines de milliers de cas, ils font rarement de l'assurance cas par cas du paludisme. Donc, il faut voir quelle est l'épidémiologie de toutes les maladies dans le pays et voir quelles sont les meilleures opportunités pour essayer d'intégrer, optimiser les systèmes existants afin de mutualiser les appuis. D'accord, merci Karine. Donc, merci Garinja pour votre commentaire, mais pour les gens qui veulent vraiment partager une expérience par cette voie ou bien poser des questions, on vous encourage de les mettre dans le Q&A, donc pas dans le chat. Donc, dans le Q&A, il y a par exemple Alain Brice-Paré qui demande, et il y a une dizaine de votes, les contraintes DHIS2 ne sont-elles pas la validité du dénominateur et les coûts d'un module de DHIS2? Donc, deux questions en fait. Karine, est-ce que tu veux commencer? Alors, bon, voilà, deux questions. Il faut à chaque fois essayer de détacher les questions qui, si elles sont en lien vraiment avec la technologie, avec l'utilisation d'un système en particulier, ou si c'est notre système des données en général. Donc, le problème, c'est vrai que le problème du dénominateur, il va au-delà du problème du DHIS2, c'est un problème majeur. Juste par expérience, nous on sait que dans les pays que nous soutenons à Gavi, c'est le problème numéro 1 soulevé par les pays, c'est ce problème du dénominateur. Donc maintenant, il y a des initiatives, que Yann pourra mettre des liens sur la documentation de l'OMS sur ça dans les annexes de cette discussion. Maintenant, comment est-ce que le système en fait, du DHIS2 peut aider à résoudre ça? On a des pays qui ont par exemple vraiment exprimé le besoin d'avoir deux dénominateurs, le dénominateur officiel et le dénominateur, on va dire, programmatique qui était plus remonté par les districts ou les centres de santé lorsqu'ils faisaient leur dénombrement pour le microplanning. Du coup, en fait, il est dit, et voilà, c'est écrit dans les guidelines, et c'est techniquement faisable, par exemple, dans un système informatique, d'avoir les deux dénominateurs, c'est-à-dire d'avoir déjà un tableau de bord qui analyse les différences entre les deux dénominateurs, l'ensemble des dénominateurs de façon à voir quelles sont les limites de chaque dénominateur. Et c'est possible d'avoir deux sets de tableaux de bord de façon à rapporter par rapport au dénominateur officiel, mais aussi de façon à ce que les districts au niveau programmatique puissent utiliser leur dénominateur de façon à vraiment repérer les zones où il y a le plus grand nombre d'enfants non vaccinés. Donc, c'est une des solutions. Après, maintenant, je vais essayer d'aller vite par rapport au coût des modules. Je ne sais pas trop ce que ça représente. En tous les cas, il faut savoir que les modules qui sont développés de façon générale pour le DHIS2, c'est ce qu'on appelle open source. Ils sont gratuits et ils sont téléchargeables vraiment de façon gratuite. Après, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des techniciens, des informaticiens qui aient un minimum de connaissances pour pouvoir les installer, les maintenir. Mais ça, ce sont des modules qui sont gratuits. Après, qu'est-ce qui coûte? C'est le système lui-même qui coûte, les infrastructures. On a un produit qui permet de donner beaucoup d'analyses, mais ça requiert des équipements informatiques, de la connexion Internet, de l'électricité. Et donc là, voilà, on est dans un système qui va forcément aussi nécessiter des compétences spécifiques. Et du coup, c'est ça qui coûte de l'argent, je dirais. Mais que ça soit DHIS2 ou un autre système, ça va coûter de l'argent. Voilà. Après, peut-être, je dois prendre une autre question, peut-être. Allez-y.
Voilà, il y a une question hein, qui revient en haut là sur la fiabilité des données dans le DHIS2. Ce qu'on peut dire, hein, encore une fois, que ce soit dans le DHIS2, dans le DVDMT, c'est plus un problème de faillibilité dans le système. Maintenant, comment utiliser les capacités ou le potentiel des solutions digitales pour essayer d'améliorer cette fiabilité, ça c'est quelque chose qu'on essaie d'explorer vraiment. Donc quand on pense à un système digital avec la puissance informatique, on peut par exemple avoir cette application sur la qualité des données qui vraiment essaie de vous aider à repérer les centres de santé qui vont avoir des données un peu anormales, qui ne suivent pas les tendances. Vous allez avoir par exemple un centre de santé qui va toujours rapporter tous les mois une vingtaine de vaccinations et d'un coup il rapporte 200. Donc là, vous allez identifier grâce à la pouvoir du digital plus rapidement, oh, il y a un problème de saisie des données, de données rapportées. Donc c'est un peu plus comment utiliser le pouvoir digital pour vous aider à résoudre ce problème. On peut plus facilement trianguler les données d'utilisation des vaccins avec le nombre d'enfants rapportés vaccinés. Donc ça, c'est qu'une fois que vous allez dans ces systèmes-là où vous allez vraiment essayer de vous attaquer à ces problèmes. Mais il n'empêche qu'on sait tous que le problème majeur de la fiabilité des données, c'est le point de génération de la donnée qui est au niveau du centre de santé, du point de vaccination. Et ça, c'est d'autres domaines qui ne sont pas dépendants à l'informatique, mais la qualité, la compétence, la formation, la disponibilité, le temps du vaccinateur pour pouvoir générer cette donnée de qualité. Merci Karine pour cette précision. Donc, je pense qu'on peut continuer un peu avec le webinaire et on aura encore du temps pour des questions et aussi pour le partage des expériences après. Juste pour dire, il y a 2 personnes, donc Marlies Mafomo et Fusi Dembele, qui demandent en fait pardon, non, c'est Marlies et après il y a une autre personne. Ils demandent s'il y a des tutoriels ou des documentations disponibles pour tout ça. Donc, il y a deux réponses. Donc, oui, c'est disponible. Malheureusement, en anglais pour la plupart des documentations et des matériaux. On va les partager. Donc, je vois qu'en fait, Alain était en train de partager où le lien ou les ressources seront disponibles pour ce webinaire. Et on va les faire disponibles dans ce lien-là. Donc, on va les partager. Mais il y a des choses, je vous dois avertir, qui sont seulement disponibles en anglais. Je pense qu'on va pousser un peu les collègues ici à l'OMS qui travaillent sur cette intégration et le système intégré pour qu'ils puissent traduire ça aussi en français. Il y a aussi ce qu'on appelle la guide du monitorage ou le guide sur l'utilisation, qualité et disponibilité des données de vaccination qui parle aussi un peu sur les mêmes sujets. Et ça, c'est disponible dans une version draft en français déjà. Et on va faire tout ça disponible. Oui. Donc, on va maintenant présenter 5 idées d'amélioration. Donc, Karine, est-ce que tu peux commencer avec le premier? Oui. Donc voilà, on a c'est vrai, depuis le début, beaucoup parlé hein, d'éviter les duplications, d'éviter un double système et donc de travailler sur l'harmonisation des systèmes d'information. Évitons les duplications, c'est vraiment des systèmes, quel que soit le système, c'est des systèmes qui coûtent de l'argent, qui coûtent du temps au personnel soignant. Donc, si on peut éviter d'avoir 2 systèmes en parallèle, ça serait vraiment très bien dans les pays. Il faut bien sûr penser avant tout aux soignants, hein, ceux qui donnent de leur temps pour vacciner les enfants. Si on peut éviter qu'ils aient des doubles entrées, j'ai connu des pays qui à l'heure actuelle font même des triples saisies dans 3 formulaires papier différents. Donc, il faudrait essayer de travailler sur ça. Il faut bien à chaque fois travailler sur l'harmonisation en fait
entre les registres, les tally sheets, et puis après le formulaire mensuel, le formulaire d'agrégation, etc. Essayer toujours d'avoir une cohérence, essayer que les définitions soient bien comprises et claires pour tout le monde. Il faut aussi, je pense, qu'on se challenge parce que c'est nous, au niveau de l'immunisation, ça fait 20-30 ans qu'on collecte des données, on est reconnu pour ça. Mais je pense qu'il faut de temps en temps que le PEV, avec les gens des centrales et des districts, s'assoient et se disent, mais est-ce que vraiment cette donnée que je collecte depuis 15 ans, je m'en sers? Est-ce que je fais des analyses poussées? Et en fait, on a vu des pays qui avaient réussi à réduire vraiment sérieusement le nombre de données qu'ils collectaient parce qu'ils ne faisaient pas d'analyse. Sachant que même si vous réduisez pour une certaine période, quand vous allez faire une revue de votre formulaire dans quelques temps, vous êtes toujours à même de rajouter des données. Mais vraiment se dire et se questionner pour chaque élément de données, est-ce que vraiment je fais quelque chose de cette donnée, pensant ensuite aux milliers de soignants qui vont chaque jour et chaque mois renseigner cette information. On conseille aussi d'éviter vraiment les désagrégations qui ne sont pas trop utiles. C'est vrai que dans un monde idéal, on voudrait avoir toutes les désagrégations, mais est-ce qu'en réalité, en fonction de l'état de maturité de notre système d'information, de notre système, de notre programme PEV, on a vraiment besoin de toutes les désagrégations? L'OMS est très clair donc, que la désagrégation par sexe, les petits garçons et les petites filles, ne sont pas recommandés pour la vaccination, car dans la plupart des pays, il n'y a pas de différence significative et donc juste un suivi au niveau des enquêtes suffit. Donc, il ne faut pas mettre dans le système routinier de collecte d'informations la désagrégation par garçons et filles. Après, il y a d'autres désagrégations comme les stratégies. Est-ce que c'est une stratégie fixe ou avancée? Il y a des choses qui sont faites et la question est de vraiment savoir est-ce que c'est utile parce que après ça multiplie le nombre d'éléments de données par 2, voire par 4 dans chaque pays. Ensuite, on recommande aussi de faire un lien entre le SNIS et le SIGL pour trianguler les données, apporter de nouvelles perspectives et améliorer les programmes du PEV. Voilà. Voilà, on a parlé aussi, les données, c'est vrai qu'on les a collectées pendant très longtemps et très, très souvent avec une perspective de les faire remonter. Donc souvent les données circulent comme ça et donc on essaie maintenant de dire les données, pas juste qu'elles passent, mais on les retient, on les regarde et grâce à tous ces tableaux de bord qui sont beaucoup plus interactifs, vous pouvez voir les cartes par exemple, vous pouvez faire le suivi d'une année à l'autre, etc. de façon interactive. Comment du coup avoir des outils qui vous permettent de mieux utiliser les données au niveau opérationnel, au niveau des districts, voire des centres de santé, maintenant qui commencent à avoir leur propre tableau de bord. Voilà. On a vu ça dans la même idée d'utiliser les données et éviter qu'elles passent juste comme ça, c'est de les utiliser et d'essayer de faire des feedbacks, un retour au niveau des personnes qui saisissent ces données, voire au niveau de la communauté aussi, qui peut peut-être se renseigner sur le statut de vaccination de la communauté. Voilà. Donc c'est vrai que je l'ai dit, il y a plusieurs pays qui sont représentés ici, qui commencent à avoir un système informatique qui est informatisé au niveau des centres de santé. Mais même si on est dans un pays avec beaucoup de difficultés, qu'il n'y a pas ces systèmes-là, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les superviseurs des niveaux des districts, par exemple, vont imprimer ces tableaux de bord pour le centre de santé, vont amener ce retour au niveau du centre de santé pour que le centre de santé comprenne et voit à quoi servent les données et commence vraiment à essayer d'améliorer leur couverture dans leur zone grâce à ce retour.
Voilà. Donc, on a vu l'outil sur la qualité des données. Donc, ça s'appelle l'application sur Data Quality Review. Cet outil a eu de bons retours jusqu'à présent. Et donc, juste pour votre information, une nouvelle version qui est améliorée est aussi disponible. Et maintenant, on essaie vraiment de travailler sur une application, sur une nouvelle version qui va être vraiment optimisée pour une utilisation au niveau des districts. Parce qu'on n'a pas les mêmes perspectives au niveau central et au niveau du district. Et donc, ça, c'est en cours. Je pense qu'au courant de l'année prochaine, elle sera disponible et je suis sûre que de nombreux, je sais qu'il y a plusieurs personnels qui travaillent au niveau des districts, vous êtes assez intéressés par cette application. Donc, vous serez informés, ça sera disponibilisé et ça sera vraiment un outil qui aura son rôle à jouer, qui ne résoudra pas tous les problèmes, mais qui aura son rôle à jouer dans l'amélioration de la qualité des données. Et une autre question, il y a des pays qui sont revenus vers nous parce qu'ils avaient, voilà, depuis toujours, de nombreux gestionnaires de données qui passaient leur temps à saisir, à copier-coller, à copier d'un fichier Excel à un autre. Tous ces gens-là, grâce à la digitalisation, au progrès de l'informatique, ils n'ont plus ce travail un peu harassant de copier-coller les données à faire. Et du coup, on s'est retrouvé avec des pays qui avaient beaucoup de personnel qui voulaient employer autrement. Et du coup, ce temps gagné dans la saisie, le transfert des données, les gens nous ont dit, mais comment est-ce qu'on peut utiliser ces gens au mieux? Ils se sont mis à réfléchir sur comment améliorer leurs termes de référence. Et beaucoup de gens ont dit qu'en fait, ils utilisent maintenant ces gestionnaires de données beaucoup plus sur l'analyse, faire ressortir, utiliser ces tableaux de bord pour voir maintenant quel était vraiment l'état des données dans ce district, par exemple, et comment, du coup, avoir des réunions mensuelles ou trimestrielles sur l'étude des résultats, sur la performance et l'indication de comment on pouvait améliorer les résultats des couvertures vaccinales dans ces districts. Donc, Yann, Karine? Oui. Oui, Yann, peut-être qu'on va passer aussi à la partie peut-être pratique. Hein. Écoutez un peu dans la salle, il y a quelques mains levées. Je crois que c'est ceux-là même qui ont envie de partager une expérience pratique du système national d'information de données ou alors du District Health Management Information System. On voulait encourager les participants de lever la main et on va leur donner la parole pour partager avec toute assistance et avec nous leur expérience sur le sujet du jour. Donc, sans plus tarder, ici, Yann et Karine, si vous êtes prêts, je vais me tourner donc vers l'assistance. Il y a plusieurs mains levées déjà. Il nous reste 24 minutes. On va commencer par ceux qui ont levé la main en première position. Je parle de Doussou Mara. Doussou Mara, si votre connexion vous le permet et si vous avez vraiment une expérience à partager avec nous tous sur le sujet du jour, allez-y, cliquez sur le petit icône qui représente le micro et on pourra vous entendre. Doussou, bon après-midi. Alors, apparemment, Doussou doit avoir des soucis avec son microphone. Je vais me tourner vers Kwadjo Florent Bado. Kwadjo Florent Bado, si vous nous écoutez, vous cliquez sur le petit icône qui représente un micro. On pourra vous entendre pour le partage de votre expérience. Florent? Florent? Alors, donc, Florent semble ne pas pouvoir nous parler. Nous allons nous tourner vers Albert Ablassé. Albert Ablassé, bon après-midi, bonjour selon où vous êtes. Si vous cliquez sur votre micro, on pourra vous entendre. Albert, bonjour. Alors, on n'a pas toujours Albert. Alors, on a peut-être des soucis avec le micro. On va se tourner vers Hortense. Hortense Makonga, bon après-midi, bonjour selon où vous êtes. Si vous nous écoutez, si vous cliquez sur l'icône du microphone, on pourra vous entendre. Et la parole est à vous.
Hortense? Alors, donc, des soucis probablement avec d'écouter donc ceux qui ont levé la main pour partager leur expérience. Il y a Sekou Amadou Sangaré. Bon après-midi, Sekou Amadou Sangaré. Si vous nous écoutez, cliquez sur votre micro et on pourra vous entendre. Oui, bonjour Alain. Bonjour Sekou. Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci, nous allons bien. Et vous? Oui, je vais très bien depuis la Guinée. Bon, j'ai écouté avec attention ce qui vient de se passer. Seulement, s'il s'agit de partager mon expérience, je suis le gestionnaire de la base des données de BOFA en Guinée. C'est que je gère en même temps les rapports SNIS, les rapports PEV, et je suis le point focal de DACS2 dans mon district. Cela veut dire que pour ce qui est de... Allô? Oui, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Voilà. Pour ce qui est de mon expérience, nous faisons la gestion des données à partir des documents remontés des centres de santé. Quand ils remontent les centres de santé dans le délai précis, moi, mon rôle principal d'abord au départ, c'était moi qui saisissais toutes les données et je cherchais d'abord à analyser les données, les saisir et les envoyer au niveau du département, c'est-à-dire des hiérarchies directement. Mais alors là, avec la migration de notre système vers le DACS2, la présentation a montré tout de suite que la Guinée a complètement migré vers le DACS2. Mais le souci qui est là, qui nous crée un peu de problème d'abord, c'est que le DVD-MT, qui est là-bas pour les points focaux OMS dans les régions, ils utilisent encore le DVD-MT et nous utilisons le DACS2. La migration de DACS2 qui est partie vers les centres de santé, il a été question que les centres de santé, eux qui font la collecte à la base, qu'ils arrivent à faire la saisie à la base. Moi, à distance, je cherche maintenant à analyser est-ce que les données là sont cohérentes, puisqu'ils ont mis des options dedans qui peuvent revenir sur les données comme incomplet, si les données sont déjà saisies parties, et revenir sur les données pour faire des corrections. Donc, j'ai un œil attentif par rapport à ces données. Je prête beaucoup attention quand ils finissent de saisir. Je fais la confrontation de ce qui est venu sur le papier pour le DVD-MT et ce qu'ils ont remonté dans la plateforme DACS2. Je fais la comparaison. Quand il y a des problèmes dedans, je cherche à retourner celui qui a envoyé les données pour dire qu'il faut arriver à faire les corrections qui ne peuvent être liées, par exemple, au nombre d'enfants vaccinés ou bien les doses administrées ou bien les stocks de vaccins. Quand il y a les discordances vraiment fréquentes qui peuvent créer des problèmes, cela veut dire que l'intéressé doit revenir sur ces données et revoir encore pour qu'on ait la cohérence des données. Mais pour le DVD-MT, il y a une appréciation qui est là, il y a le bord pour analyse des données que nous ne voyons pas encore dans DACS2 qui n'est pas complètement paramétré avec les indicateurs. Donc, cette expérience-là, nous sommes un peu dans ce cadre-là. Et même, j'avais posé des questions dans QRR. Je dis, est-ce qu'au moment du paramétrage de DACS2, l'OMS fait partie dedans au moment du paramétrage pour qu'ils introduisent les indicateurs, pourquoi il faut faire les évaluations par rapport à ce système. Donc, c'est ça un peu qui se passe globalement ici, en Guinée, chez moi, pratiquement. Je vous remercie. Merci, Almadou. S'il vous plaît, restez avec nous. On va passer la parole à Yann et Karine qui vont faire les commentaires sur votre présentation. Merci, Yann. Oui. À Karine, peut-être, d'abord. Karine, on ne t'écoute pas. Merci beaucoup, Monsieur Sekou. On apprécie, on aime beaucoup vous entendre parler. Je pense que c'est vraiment très important de partager votre expérience et de faire remonter ces difficultés. Hein. On voit que ce n'est pas facile, qu'il y a encore des systèmes qui coexistent. Parfois, au niveau du gouvernement, on va dire, parfois aussi au niveau des partenaires. Vous avez mentionné aussi les partenaires. Et donc, il y a effectivement beaucoup de travail à continuer. Et je pense que ce qu'on a remarqué, hein, ce qui est le plus difficile, c'est de faire entendre
je pense, la voix du terrain des districts au niveau central. Et c'est vrai que des fois, voilà, peut-être que le niveau central et les partenaires disent, bon, ben voilà, c'est fait, c'est gagné, mais en fait, ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut continuer, il faut faire remonter effectivement voilà, au niveau des éléments de données. Normalement, il est conseillé au pays voilà, de s'asseoir avec l'OMS, d'utiliser ce guide qui existe, qui est fait pour faciliter la vie de tout le monde, de façon à s'assurer que tous les éléments de données soit bien dedans. Et donc ça, c'est à faire remonter. Et puis après, bien sûr, que vous ayez à disposition au niveau des districts, que vous puissiez accéder à cette application-là aussi pour l'analyse des données, de façon à ce que tout ce dont vous avez besoin ressorte. Donc, il faut continuer à travailler. Et bon, je sais qu'on fera remonter ça au niveau de la Guinée. Mais au-delà de ça, c'est à vous de vraiment vous faire entendre au niveau central parce que c'est vous qui êtes au cœur de la saisie et de l'utilisation de ces données. Oui, moi, je n'ai pas beaucoup à rajouter, mais je vais quand même dire que la situation que vous expliquez là, il est assez, on a vu déjà dans les autres pays aussi. Et vraiment, en fait, il y a toujours cette question, donc on est vraiment accoutumé, donc on utilise le DVD, on aime ça, on aime bien le fait que c'est hors ligne, donc ce sont des données locales et en plus, les outils d'analyse sont vraiment bons. Donc, on a essayé de résoudre ça, par exemple, par programmer le DHIS2 pour que ça ait la même fonctionnalité, en fait, d'analyse et tout ça. Mais on sait qu'il y a encore un temps où il y aura DVDMT ensemble avec DHIS2 dans beaucoup de pays. Donc, il y a des autres pays comme le Ghana que j'ai mentionné où on a fait un link, une interface d'exportation de DHIS2 vers DVDMT. Donc, le DVDMT est alimenté par DHIS2. Donc, l'information est seulement saisie dans DHIS2, mais après, on peut l'exporter vers DVDMT. On a aussi essayé, on a négocié ça avec Oslo pour développer quelque chose pour que les gens puissent, par exemple, encore saisir leurs données en DVDMT et après faire remonter ça à DHIS2. Mais ça, ils ont vu ça très difficile à gérer et à faire et à développer. Donc, on n'a pas arrivé encore à développer un tel outil. Mais on comprend un peu les problèmes. On voit aussi qu'il y a des pays qui gèrent ça mieux et des pays qui ont plus de difficultés. Par exemple, j'ai vu dans le chat, donc encore pas dans le Q&A, mais dans le chat de Paul-Yvon Defo de Cameroun qui décrit un peu la situation au Cameroun. Il semble être plutôt content avec les modules qui sont déjà utilisés et avec quelques petits problèmes, par exemple avec les informations logistiques qui ne sont pas là. Donc, si Paul-Yvon aussi veut partager son expérience, il faut juste lever la main. Mais bon, je pense que c'est bien compris. Merci pour le partage. Sekou. Voilà, merci beaucoup Yann et Karim. Merci à Sekou. J'espère que vous avez été satisfaits donc des explications ou alors des commentaires des experts par rapport à votre présentation. On va, en attendant, si Paul, effectivement, qui a fait un commentaire dans le chat, assez intéressant d'ailleurs, et là, s'il lève la main, il sera reconnu et on pourra lui donner la parole pour dire de vive voix un peu l'expérience du Cameroun par rapport à donc, ce système national d'information sanitaire. En attendant, nous allons nous tourner vers un autre participant. Nous sommes à 13 minutes donc, de la fin de ce webinaire. Je vais appeler ici Jonathan Nzobaka Bande. S'il nous écoute, Jonathan, la parole est à toi. Il suffit de cliquer sur ton micro et on pourra t'écouter. Jonathan? Voilà, alors, peut-être que Jonathan a des petits soucis avec son micro. On va se tourner vers Ibrahima Soriba. Ibrahima, si tu peux nous écouter, en cliquant sur ton micro, nous, on pourra t'entendre. Bon après-midi, Ibrahima. Alors, donc, apparemment, on a des petits soucis, mais par contre, on a Paul qui est là, donc qui a levé la main. Paul Yvan, si tu nous écoutes,
en activant ton micro, en cliquant dessus, on pourra t'entendre. Paul? Bonjour. Bon après-midi à vous. Bonjour Paul. Nous vous écoutons. Oui. Donc, je disais tantôt en commentaire qu'au Cameroun, il est vrai que le DHS2 a d'abord fonctionné en parallèle avec le système de données du PF qui utilisait le DVDMT au cours de l'année 2018. Et en 2019, déjà, nous avons intégralement basculé vers le DHS2. Alors, comment cela s'est fait? Déjà, toutes les données qui étaient collectées à travers le DVDMT ont été intégrées dans le rapport mensuel d'activité, qui est un rapport qui est national et qui intègre tous les programmes. Donc, une fois que toutes les données sont intégrées dans ce rapport et que ce rapport est saisi dans le DHS2, il suffisait maintenant de paramétrer les différents modules d'analyse que le DVDMT produisait dans le DHS2. Alors, pour cela, en collaboration déjà avec le PEF, il y a des dashboards qui ont été élaborés par le niveau central du PEF et qui ont été partagés à tous les régionaux. Et par la suite, nous avons eu à intégrer les dashboards de l'OMS, standard de l'OMS, qui avaient différents programmes, y compris Immunization. Et ces dashboards étaient intégrés. Ils fournissaient donc tous les volets d'analyse demandés au niveau central en termes de vaccination. Et il fallait donc maintenant que les districts puissent s'approprier de ces dashboards en termes d'utilisation, en termes d'analyse de données à travers ces dashboards. Par la suite aussi, on a eu l'intégration du module WHO Data Quality Tool de l'OMS dans le DHS2. Alors, ce module, on l'a paramétré pour suivre la qualité des données du programme et en collaboration toujours, parce que je suis du Système national de France Inter, et on a travaillé en collaboration avec le PEF pour paramétrer dans les différents volets de la qualité des données du PEF. Et après ce paramétrage, donc, étant fait et étant prétesté, il s'est suivi dans une importante phase de formation des niveaux régionaux et districts à l'utilisation de tout ce package. Alors, il y avait, j'oublie, un dernier module, le module Immunization Analysis, toujours développé intégré dans le DHS2, qui permettait également de faire une autre qualité d'analyse et de pouvoir catégoriser les différents districts, les catégorisations A, B, C et D. Alors, une fois que tout ça est prêt, tout ce package était prêt, on a organisé depuis le mois d'août des séries de formations, comme je disais tantôt, au niveau district et région, pour que les acteurs de ces niveaux-là puissent s'approprier de l'utilisation de ces différents modules. Et donc, par la suite, il y a un coaching qui est fait par le niveau central pour accompagner ces districts, afin qu'eux aussi puissent pour accompagner déjà les régions et les régions eux-mêmes accompagnent les districts pour que l'analyse se fasse véritablement par le DHS2 et non plus par les DVMT. Cependant, nous savons qu'il y a des personnes dont le changement de paradigme est un peu difficile à effectuer pour eux. De ce fait, ils ont encore cette habitude du DVDMT. On leur a donné la possibilité de pouvoir utiliser le DVDMT en faisant l'extraction des données du DHS2 et en utilisant un utilitaire pour DVDMT dans lequel, quand ils vont coller les données, ils auront les analyses avec l'outil qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Mais nous avons juste fait ça pour les personnes comme des tantôt qui ne veulent pas encore faire cette migration. Sinon, quand on leur demande de faire une revue des données, c'est à partir du DHS2 et non pas à partir du DVDMT actuellement. Merci. Merci beaucoup, Paul-Yvan. C'est très intéressant. Restez avec nous. On va se tourner vers Yann et Karine. Merci de nous avoir vraiment de façon claire et détaillée expliqué un peu l'expérience du Cameroun par rapport à ce système national d'information sanitaire. Yann et Karine. Yann? Non, c'est Karine qui va se faire. Ah, voilà. Allez-y. Merci Yann. Merci beaucoup Monsieur Défaut. C'est vraiment très très intéressant d'expliquer les étapes par lesquelles vous êtes passé et c'est bien. On voit que vous y êtes arrivé, donc c'est très encourageant pour tous les autres pays et effectivement de commencer
commencer à parler des analyses que vous avez faites, que vous pouvez faire maintenant, etc. C'est très encourageant, c'est très intéressant et on apprécie beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Je voulais juste faire à un moment donné deux points très très rapides par rapport à la situation de la connectivité. Yann, je ne sais pas si tu veux que je le fasse tout de suite ou juste après, par rapport au système offline. Voilà. Je voyais, c'est un peu en lien, ça m'a fait penser parce que je pense qu'au Cameroun, vous avez eu beaucoup de discussions sur les soucis de connectivité et c'est un problème qui revient dans beaucoup de questions, là j'ai vu. Il faut savoir qu'effectivement, sur le DHIS2, sur un ordinateur, on va dire normal, classique, vous avez besoin d'être connecté en ligne au début pour pouvoir ouvrir votre formulaire et commencer votre saisie des données. Après, la saisie des données peut se faire hors ligne, mais il faut vraiment avoir l'Internet au début. Maintenant, il y a d'autres systèmes pour le DHIS2, donc c'est ce qu'on appelle sur Android. Donc, c'est soit sur votre smartphone, soit sur une tablette, soit sur ce qu'on appelle les ordinateurs Chromebook. Je crois qu'au Cameroun, à un moment donné, vous aviez justement, c'est ça qui m'a fait rappeler, envisagé d'acheter ce genre d'ordinateurs qui sont Android. Et là, la saisie peut se faire offline, c'est-à-dire sans Internet. Et c'est que une fois que vous avez pu avoir toutes vos données dedans, vous pouvez juste trouver un point de connexion, soit bouger avec votre Chromebook, soit mettre votre stick pour la connectivité. Et qu'à ce moment-là, les données sont synchronisées, c'est-à-dire qu'elles sont balancées par Internet sur la plateforme. Donc ça, c'est aussi, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. C'est sûr, ça reste un système informatique où il y a Internet est nécessaire, mais le besoin d'Internet en diminué et ça a progressé, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur l'interopérabilité des autres systèmes. Donc, il y a des pays qui utilisent des systèmes d'envoi des données par SMS. Et ces systèmes-là peuvent, à partir du SMS, être envoyés au niveau de la plateforme DHIS2. Donc, il y a beaucoup de choses et c'est bien que vous ayez partagé votre expérience. Et c'est quelque chose de très important et pour qu'on puisse apprendre des uns des autres. Merci. Oui, merci. Rien à rajouter, je pense. Seulement pour dire que ça fait plaisir que cet outil, cet module, ils trouvent leur chemin et ils sont vraiment utilisés à niveau des pays. Merci pour ce partage, Polivo. Merci beaucoup, Yvan. Dans le chat, on voit même ses collègues du pays qui lui demandent inbox pour les explications. C'était vraiment très intéressant. Merci, Karine, pour vraiment cet ajout important de la possibilité de travailler offline et de synchroniser plus tard quand on a un point d'Internet, la connectivité étant vraiment l'un des problèmes qui a été rapporté dans le chat. Merci beaucoup, Yann. Juste pour te rappeler qu'il reste 4 petites minutes. On ne sera peut-être pas en mesure d'écouter encore, quand bien même on le veut, mais on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre alléchante session encore. Yann, je voulais qu'on voit un peu ensemble les prochaines étapes avant peut-être de clôturer la session. Nous ne sommes plus qu'à 4 minutes avant peut-être de passer à l'autre webinaire pour la session anglophone. Yann, la parole est à toi. Oui, désolé, j'ai partagé l'écran qui n'était pas l'écran. D'accord. Donc oui, juste pour dire merci pour votre partage, pour votre participation, pour toutes les questions dans le chat et dans le Q&A. On va essayer encore de lire ça et voir s'il y a des réponses urgentes à faire. Mais de toute façon, pour dire encore qu'il y a encore un webinaire très intéressant pour la semaine prochaine encore, qui est sur la culture de l'exploitation des données. Donc, vraiment la culture d'utilisation des données, y compris une session spéciale avec l'aide de CDC, en fait, sur la triangulation. Donc, vraiment, l'idée qu'il faudrait utiliser plusieurs sources d'informations avant de faire des décisions. Donc, nous avons déjà eu cette session en anglais et c'était une discussion vraiment très intéressante. Je pense qu'Alain peut confirmer ça. Et les participants dans la session anglophone ont beaucoup apprécié cette session. Donc,
Si vous avez le temps, le mercredi prochain, à la même heure, pour participer à cette session sur la culture d'exploitation des données, c'est-à-dire les gens, leur motivation, leur capacité, les stratégies de formation et de capacitation, mais aussi des autres idées pour améliorer l'utilisation des données et les capacités des gens. Vous êtes vraiment bienvenus pour venir et participer à cette session. Pour maintenant, je veux aussi dire merci bien, un grand merci à Karine qui a fait la plupart du travail aujourd'hui. Elle m'a expliqué aussi que quand elle voyage, quand elle participe aux réunions, elle se trouve avec beaucoup de participants de scolaires et de webinaires qui la reconnaissent. Donc, la prochaine fois que vous la voyez dans une session, vous allez dire bonjour et prendre un café ensemble. Merci Karine et merci à tout le monde. Oui, merci beaucoup Yann. Yann, vraiment, fait bien de rappeler la prochaine session, le mercredi prochain, vraiment, nous vous invitons à inviter vos collègues. Venez nombreux. On va parler vraiment de la culture de l'exploitation des données. Donc, on ne peut parler de la qualité de données si on ne les utilise pas. Venez, il y a la triangulation avec l'appui du CDC pour cette session-là. Donc, nous vous souhaitons à tous et à toutes… Et Karine, elle allait encore dire quelque chose. Oui, voilà. Oui, Karine. Oui, non, je voulais juste dire merci, c'est un vrai plaisir. Hein. Je voulais dire merci, bien sûr, à Yann et à Alain. Merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Et comme tu disais, Yann, c'est vrai qu'à chacune de mes missions, j'entends tellement d'échos positifs sur ces sessions, donc je voulais vraiment t'encourager pour continuer ça. Je serai à Bangui et à Conakry les 2 prochaines semaines. Et je suis sûre que j'ai vu de vos questions, je suis sûre que je vous rencontrerai là-bas. Donc, continuez, accrochez-vous, c'est vraiment très intéressant. Les webinaires et puis votre travail aussi personnel. On a vraiment envie de travailler tous ensemble sur ces sujets et c'est vraiment passionnant de pouvoir être à vos côtés. Merci à tous et courage pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup Karine. Et donc les scolaires qui sont en Guinée et aussi en RCA, vous aurez la chance de voir Karine en direct. On pourra continuer la conversation là-bas. Ça fait plaisir à tous ceux-là qui suivent la formation. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez eu des éléments de plus pour élaborer votre projet final. Ça fait plaisir à tout le monde d'être là. On est content vraiment de l'appui des experts, Yann et tous ces invités. Aujourd'hui, Karine, et on espère revoir encore Karine très, très bientôt pour une autre session extraordinaire. Merci à vous tous d'être restés fidèles. Nous vous invitons, comme on a dit, mercredi prochain à la même heure où nous allons parler de la triangulation, cette fois-ci avec l'appui du CDC, ils seront avec Yann. Et en attendant, d'ici là, portez-vous bien. Ceux-là qui font leur projet, on vous souhaite beaucoup de courage au scolaire. N'oubliez pas d'inviter vos collaborateurs. Venez tous profiter de cette opportunité offerte par l'OMS pour qu'ensemble, on améliore la qualité des données de la vaccination pour prendre des décisions idoines, des décisions qui permettront d'accroître la couverture. Merci, bon après-midi et à très bientôt. Merci, bon après-midi. Au revoir.